beaucoup, merci à toi. Bonjour à tous, merci d'être venus. On espère qu'un jour ce ne sera pas confidentiel sur une fin de catalogue ou de se rencontrer et de débattre de ces questions. C'est pour ça que tout le monde a accepté, je crois, d'être présent, parce que ça fait un long moment que chacun autour de cette table œuvre sur ces questions-là. Donc je vais vous présenter tous les intervenants. Et donc moi je m'appelle Claire Diao, je suis journaliste, distributrice, auteur d'un livre qui s'appelle Double Vague, le nouveau souffle du cinéma français, dont on vous distribuera, je crois, un petit flyer. C'est un livre qui retrace en fait de 2005 à 2016 une sorte d'état des lieux et de portraits de 50 cinéastes français qui ont plutôt grandi dans les quartiers populaires et qui justement n'avaient pas de lien avec l'industrie du cinéma français, mais ils avaient des histoires à raconter. Et donc c'est vraiment une réflexion, un constat tiré de beaucoup d'interviews, de reportages et de portraits que j'avais pu publier notamment sur le site du Bondi Blog. Et donc cette table ronde, c'est un peu la continuité de ce livre. C'est un peu se dire, on en est où? Voilà, on s'est connus, on s'est vu grandir, et puis maintenant, quels sont les freins, quels sont les succès, etc. Donc en bout de table, fièrement coiffé d'une jolie casquette, voici Djiby Badiane, qui est producteur notamment de séries web. Djiby rencontre l'équipe des Talents en cours qu'il rejoint en tant que coordonnateur de projet. Les Talents en cours, projet de l'association Les Amis du Comedy Club, présidé par Jamel Debbouze, sont un tremplin pour les jeunes talents éloignés des réseaux cinématographiques et audiovisuels classiques, en les mettant en relation avec des professionnels. On décrira un peu plus tard tout ce qui se passe, mais il est également réalisateur. À ses côtés, Rachel Kahn, qui est donc présidente de l'association 1000 Visages, directrice de l'association 1000 Visages, sportive de haut niveau. Rachel intègre le DESS Droits de l'homme, droit humanitaire de Paris 2, puis poursuit un DEA de droit international. En 2006, en charge de l'aménagement du territoire et du schéma directeur de la région Île-de-France, elle devient en 2009 conseillère culture de Monsieur Huchon. En 2016-2017, elle dirige Cosette Afrique, actrice, scénariste et romancière. Elle participe à des ouvrages collectifs, dont Noir n'est pas mon métier et L'intimité en danger, ainsi qu'à plusieurs longs métrages et séries. À côté d'elle, Keir Dingrid, qui est né et a grandi à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. En 2008, il produit Rue des Cités, un long métrage réalisé par Karine May et Hakim Zouani, qui avait été présenté à l'Acide, dans la section Acide du Festival de Cannes. Ce qui a permis la création de Nouvelle Toile, société de production dont il est le producteur. Aujourd'hui, sa société, toujours installée à Aubervilliers, produit des auteurs-réalisateurs qui montrent une réalité touchante, parfois difficile, mais aussi et souvent drôle. On en parlera aussi tout à l'heure, plusieurs films nominés au César notamment. À côté de nous, la seule représentante d'une institution, et nous en sommes ravis, Valentine Roulet. Vous êtes au service de la création, à la direction de la création du Centre national du cinéma, des territoires et des publics, du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui n'est plus dans le 16e, mais maintenant dans le 14e, n'est-ce pas, et qui accompagne beaucoup de dispositifs dont on parlera aussi aujourd'hui. Et en bout de table, nous avons Fanny Augustin. Donc nous excusons les présences de Julien Neutre et de Catherine Jean-Joseph Sentuc. Et donc Fanny Augustin, formée au journalisme et titulaire d'un master en information et communication. Fanny est rédactrice en chef sur Le Move, journaliste reporter d'images, 66 minutes sur M6, complément d'enquête et les JT de TF1. Puis réalisatrice de documentaires pour Numéro 23, Crime, Énergie 12, avant d'entrer à l'association Miroir, où elle est aujourd'hui directrice, chef de projet et chargée de communication. C'est bien ça. Donc au sein de l'école Miroir, qui vise à démocratiser justement du côté des comédiens le cinéma français. Donc je crois que c'est tout ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Pour ceux qui avaient lu un peu le descriptif de cette table ronde intitulée court mais large, l'idée c'est vraiment de réfléchir à ce qui démocratise le cinéma, notamment à l'heure où Lajli a donc remporté un prix du jury au Festival de Cannes avec son long métrage Les Misérables, qu'il a lui-même, qu'il représente maintenant la France dans la course aux Oscars pour le meilleur film étranger, qu'il a lancé une école Courtrage-May qui a été incubée à Clichy-Montfermeil au sein des ateliers Médicis,
Et finalement, son initiative arrive après beaucoup d'autres initiatives comme les vôtres, à savoir que Mille Visages existe depuis 2006, que Nouvelle Toile s'est créée autour de 2008, 2006, que Talent en cours est là depuis 2013, si je ne me trompe pas. Oui, 2013. Alors oui, Talent en cours au Comedy Club, 2012 pour... voilà, et puis l'École Miroir depuis... 2011, donc vous voyez, ça fait longtemps, on fait le bilan, mais le CNC, c'est peut-être la plus vieille institution parmi tout cela. Donc la parole va être à vous, Valentine Roulet, peut-être autour justement de cette école du cinéma Courtrage-Mé qui est soutenue par le CNC, et puis de ce dispositif Talent en cours. Juste pour résumer donc Courtrage-Mé, c'est le verlan de court-métrage, c'est une association française et un collectif d'artistes qui a été créé en 1994 par Kim Chapiron, Toumani Sangaré et Romain Gavras, notamment autour d'un court-métrage qui s'appelait Paradoxe perdu. Et l'école de cinéma Courtrage-Mé, créée à l'initiative de Lajli en 2018 à Clichy-Montfermeil, c'est une école entièrement gratuite, sans condition d'âge ni de diplôme. Les candidats ayant suivi des études supérieures en cinéma ne seront pas acceptés. Les critères de sélection se portent sur la motivation, la sensibilité artistique et l'appétence en écriture de scénario, réalisation et montage. Donc il y a déjà eu une formation l'année dernière. Et les sessions de cette année, il y a une session scénario qui a démarré le 14 octobre et qui prendra fin le 17 janvier 2020. Et il y aura une session réalisation post-production qui démarrera le 20 janvier et se terminera le 26 juin 2020. L'école de cinéma a été incubée aux ateliers Médicis et a été labellisée CNC Talent. Elle reçoit également le soutien de la fondation d'entreprise France Télévisions. Madame Roulet, pouvez-vous nous dire comment s'est fait la rencontre entre l'école et le CNC et comment le CNC accompagne cette initiative ? Donc cette initiative, elle est récente pour nous. Elle vient après beaucoup d'autres initiatives, comme vous l'avez dit, et elle s'inscrit vraiment dans une politique de soutien à l'émergence en fait des talents pour le cinéma de demain, pour la télévision de demain, le web. Et l'idée, c'est d'aller chercher des talents qui n'ont pas forcément un parcours un peu droit avec les écoles de cinéma, etc. L'idée, c'est d'aller les chercher partout. Et elle est née. Je vais faire un petit retour en arrière avant même, parce que vraiment c'est l'aboutissement en fait, court-métrage. Mais donc, et puis c'est une des réflexions qui est venue ces dernières années, qui a été en cours. En fait, en 2011. Au sein de l'aide au court-métrage, notre vice-président à l'époque, c'était Claude Morieras. Claude Morieras, qui quelques années après, crée l'école La Ciné-Fabrique que le CNC accompagne avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et les réflexions qu'on se posait à cette époque-là avec Claude, qui était vice-président de la commission court-métrage, c'était de se dire que on avait quand même un profil de réalisateurs qui arrivé en plénière en tout cas, et qui était aidé par notre commission, qui était assez blanc, plutôt assez âgé, 36 ans, plutôt très masculin, et très Paris intramuros. Donc on a commencé à réfléchir pour voir est-ce que c'était notre présélection qui faisait que on écartait les projets qui venaient d'une plus grande diversité de profils à la commission. Et on s'est aperçu que non, parce que c'était exactement les mêmes pourcentages de premiers films, etc., qui arrivaient au tout début de la présélection du court-métrage. Je ne sais pas si vous le savez, mais au court-métrage, c'est très ouvert. Un auteur tout seul peut venir, il peut avoir vraiment jamais rien fait, avoir aucune expérience dans le secteur, il n'est pas obligé d'avoir un producteur pour passer en commission, après pour toucher l'argent, oui, bien sûr, mais c'est un des espaces les plus ouverts au CNC. Et on s'est donc aperçu que les auteurs qui venaient d'ailleurs ne venaient pas au CNC, ne considéraient pas, ou ne connaissaient pas nos dispositifs, ou ne considéraient pas que c'était une maison pour eux. Et là, on a pris notre bâton de pèlerin et on a commencé à faire beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses déjà avec nos moyens, nos petits bras à nous, c'est-à-dire qu'on a développé sur la région Île-de-France le dispositif Talent en cours, masterclass, on a mis en place une scénariothèque pour que les jeunes cinéastes puissent se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'un scénario, tout simplement la première chose. On a donc développé comme ça pendant plusieurs années le dispositif Talent en cours. Une des consécrations, c'est d'avoir organisé avec Jamel ce rendez-vous mensuel au Comedy Club. Et puis, depuis 2 ans,
On a, dans le travail que nous faisons avec les régions, parce que vous savez que nous finançons aussi les régions par le biais de conventions d'aide à la production et de toute la filière, en fait, est soutenue dans le cadre de ces conventions avec les régions. On a introduit les dispositifs talents en cours dans les conventions et on a vraiment incité les régions à y aller. Et s'ils ont créé, nous à abonder, donc cofinancer avec les régions ces dispositifs, parce qu'on s'est dit, le Community Club, c'est bien, c'est Paris. Alors, on sait bien que le Community Club accueille même les auteurs de La Réunion et ils accueillent des auteurs de partout. Mais donc en dehors de ça, on a fait talent en cours. Très vite, on s'est dit, bon, ça suffit pas, nos petits moyens, il faut qu'on s'appuie aussi sur tout le tissu associatif qui va nous aider aussi à le gros problème que tout le monde se pose, c'est leur mettre la main dessus, en fait, de les repérer, d'aller les toucher. Et je pense que s'il y a encore une question qui reste, c'est celle-là, en fait, qui est la plus importante. Mais on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Je peux citer La Ruche à Jindou, qui est des ateliers d'écriture. Je citerai les relations que nous avons avec les écoles, nous, le financement de la Cinéfabrique, mais la Fémis, Marine est dans la salle, si vous voulez lui poser des questions après. On a créé la résidence, qui est une résidence sur 1 an maintenant, pour 4 jeunes qui n'ont justement pas de diplôme et qui ne peuvent pas en fait accéder à la Fémis par le concours habituel. Donc c'est une résidence d'1 an où ils réalisent un court-métrage. Là, la Fémis m'a informé qu'ils sont en train d'ouvrir aussi une partie du concours dans les DOM, à La Réunion, ils ont des opérations à Mayotte. Donc voilà, on est en train de tisser comme ça avec la Fémis tout un réseau. La Cinéfabrique, on s'est très vite aperçu que le talent en cours, ça permet de repérer, ça permet que des moments de rencontre, comme a pu le faire, comme on peut le faire au Comedy Club. Mais on s'aperçoit aussi que ça suffit pas et qu'à un moment donné, il faut repasser par la formation et que c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que on a mis en place, quand on a vraiment suivi la Fémis dans sa volonté. Raoul Peck, qui était le président de la Fémis à l'époque, était très très volontariste sur la résidence et que on a inscrit ce développement autour de la diversité dans le contrat d'objectifs et de moyens qu'on avait signé à l'époque, il y a 3 ans, avec la Fémis. On est en train de travailler sur le prochain. On va leur demander encore plus sur l'ouverture de l'école et on est vraiment parti là-dessus dans tous les endroits. Je pense qu'il n'y a pas une réponse, il y en a plein, il y en a une multitude, et dans tous les endroits où c'est possible, d'ouvrir le plus possible la résidence. Donc l'école de Courtrachmé est arrivée juste cette année. Nous, on l'a financé en financement exceptionnel d'une manière assez forte cette année. On va travailler avec la région pour l'inscrire dans la convention, un financement pérenne pour les ateliers à partir de l'année prochaine dans la convention que nous signons avec l'Île-de-France. C'est en cours de discussion avec l'Île-de-France. Donc voilà, c'est une longue histoire. Et puis, ce dont j'ai pas du tout parlé, c'est le soutien aux œuvres. De la même manière, quand vous savez qu'on a créé la commission Images de la diversité, c'était en 2007, suite aux émeutes de 2005. On a ouvert cette commission avec, à l'époque, l'ACCES, qui est devenu maintenant le CGET, le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires. Il va encore changer bientôt en début d'année. Et on a réformé cette aide en 2016, où on a aussi créé, vraiment, en dehors de la volonté d'aider des œuvres au cinéma, à la télévision, des jeux vidéo, on a notre premier jeu vidéo à la prochaine commission qui va passer, qui traite les questions de la diversité, parce que c'est ouvert vraiment à tous les types d'œuvres qui sont aidées au CNC. On a aussi souhaité l'ouvrir aux jeunes talents et avoir un accent très fort sur les jeunes talents. Et on a créé cette aide à l'écriture qui n'existait pas avant, où on n'a pas besoin d'avoir une aide préalable du CNC ou d'une région, et où des auteurs, notamment, on a un regard très poussé, là, qu'on demande à la commission d'avoir une attention très particulière sur des jeunes qui sont issus de la diversité, qui viennent nous proposer des projets. Donc voilà, c'est un peu je vous ai fait très très rapidement, le plus vite possible, un tableau de tout ce qu'on a pu faire. Évidemment, l'école Miroir a aussi rentré depuis 2 ans dans nos financements. Donc voilà, on a à peu près 3 ans. Ben voilà. On va pouvoir demander à l'association Mille Visages s'ils ont un soutien du CNC. Si tout le monde autour de la table a un soutien du CNC, bon, je serais seule à pas voir la table.
Donc c'est une association fondée en 2006 par la réalisatrice Ouda Benyamina, entourée de professionnels et de jeunes artistes issus du milieu socio-culturel varié. Donc c'est à Viry-Châtillon, dans le 91. L'association a pour but de favoriser l'insertion de jeunes des quartiers prioritaires, des banlieues et des zones rurales dans le milieu du cinéma. Elle cherche ainsi à détecter les talents du cinéma de demain. Et effectivement, je crois que dans la trajectoire qui m'interroge un peu pour vous tous, c'est faut-il forcément quelqu'un de connu pour avoir des subventions? Je pense que Ladjli, on n'a pas regardé pareil son projet d'école avant et après le Festival de Cannes. Il en est de même avec... c'est vrai, Les Misérables, produit par SRAB Film, les mêmes producteurs que son long métrage. Mais concernant donc Mille Visages, on a vu vraiment beaucoup Ouda Benyamina œuvrer sur ses propres courts-métrages avant son long-métrage Divine. Et puis elle a obtenu la Caméra d'Or du Festival de Cannes. Quel a été l'avant et l'après pour l'association? Alors, l'avant et l'après, c'est effectivement... Divine a été un marqueur, en fait, pour l'association. Avec une particularité à Mille Visages, c'est qu'il n'y a pas de conditions d'entrée ni de nombre. Donc là, on se retrouve dans toute la France avec 530 jeunes. Alors après, ils ne sont pas là sur toute l'année, mais des jeunes parfois en immersion. Notamment là, on vient de terminer dans les quartiers nord de Marseille un court-métrage où ils ont eu une immersion tout au long de l'année pour pouvoir tourner là. Après Divine, l'association a pris des bureaux dans le 11e. Et ça aussi, c'est quelque chose, parce qu'on a beau... Moi, vous avez cité, on se voit parce qu'on a des micros, vous avez cité tout à l'heure, en fait, le parcours sur l'aménagement du territoire. Moi, j'essaie dans mon travail, en fait, de lier un peu tout. Et donc, notamment, cette question de liberté d'aller et venir, d'égalité d'accès, mais d'un point de vue juste transport. Et pour nous, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'être... centrale, quoi, d'avoir une centralité parisienne pour pouvoir accueillir des jeunes de partout, parce que les jeunes viennent aussi ici en immersion, et puis vivre aussi dans l'environnement qui est celui de l'environnement du cinéma et de l'audiovisuel. Donc Ouda, avec justement cette notoriété acquise, elle a œuvré pour ça, c'est-à-dire l'exigence, l'excellence, des portes ouvertes portes ouvertes, mais après avec ce niveau de travail et de persévérance, on voit aussi qu'il y a une sélection naturelle qui se fait. Parce que c'est comme ça dans la vie, en fait. Après, juste, je voulais rebondir sur le petit teaser de... Parce qu'en fait, il y a une petite phrase qui dit « Le cinéma, il faut l'avoir dans la peau ». Donc peut-être qu'on peut s'interroger aussi... Enfin, parce que je sais bien que là, les questions d'égalité d'accès, de démocratisation... c'est pas forcément au regard de la couleur de peau, mais aussi au regard des questions sociales. Et nous, on essaie de lier, en fait, d'essayer de tisser des liens sur toutes ces questions-là pour avoir le plus de critères possibles pour pouvoir leur permettre d'acquérir le plus d'atouts pour pouvoir jouer, tourner et accéder à tous les métiers du cinéma. Voilà. Et combien de courts-métrages produits par l'association ? Là, cette année, il y en a 3. Voilà. Après, il y en a 3 là, en fin d'année, sinon il y en a eu en début 2019, 4. Et l'association a donné naissance à une société de production aussi, portée par Mathilde Leric, qui a travaillé avec Alors, c'est complètement indépendant. Hein. En fait, elle était à mon poste avant. Et maintenant, elle a monté sa société de production, mais qui est indépendante de Mille Visages. Mais par contre, à terme, nous, on veut former des jeunes producteurs au sein de l'association. Former des jeunes producteurs, former des techniciens d'écho, son, former aussi des jeunes qui puissent parler de cinéma. Donc une formation aussi aux médias du cinéma et de l'audiovisuel, parce qu'il faut aussi savoir parler des savoir-faire, quoi. Voilà. Complètement. Vous êtes sur tous les points. Je vais passer la parole à Djiby Badiane, votre voisin, par rapport à Talencourt Comedy Club, parce qu'on rejoint ce qui s'est dit. Le côté central du Comedy Club, qui est dans le 10e arrondissement de Paris, a été assez porteur. D'ailleurs,
Il y a quelqu'un au sein du CNC, Morad Kertobi, qu'on connaît tous, responsable du département court-métrage, qui était un peu notre figure qu'on croisait dans les festivals, enfin qui incarnait l'institution, parce que comme vous l'avez dit, c'est très dur pour les jeunes de venir... Quand on dit le CNC, les 3/4 du temps, la réponse c'est pas pour moi. Et puis personne prend son métro pour aller taper à la porte ou à l'agent d'accueil, demander bonjour, j'aimerais rencontrer le département et savoir comment ça fonctionne, les financements, etc. C'est une très grosse machine. Du coup, d'avoir un représentant incarné par Morad Kertobi, ça a beaucoup facilité les choses et aussi ça a permis une entrée de beaucoup d'auteurs dans les commissions, notamment court-métrage, de lecture ou de prix qualité. Prix aide après réalisation. Djiby Badiane, moi je t'ai connu, tu étais réalisateur et puis finalement tu es devenu coordinateur en parallèle de Talents en cours au Comedy Club. C'est donc un rendez-vous mensuel depuis 2013. Ouais. Chaque mois, 5 cinéastes montent sur scène. Donc ils ont d'abord au préalable envoyé un projet de court-métrage, un scénario. Ils sont coachés et entraînés à pitcher leur projet, parce que c'est aussi du langage un peu technique, et ils vont pitcher devant un parterre de professionnels. Et je pense que la vraie réussite de Talents en cours, c'est d'avoir permis de mobiliser, de faire venir tous ces professionnels, donc producteurs, acheteurs télévisés, de télévision, etc. Et voilà, ils écoutent, et des fois, ça permet quand même de court-circuiter cette lecture de scénario qui parfois s'empile sur les bureaux. Là, d'un coup, il y a quelqu'un qui incarne le scénario, et il y a beaucoup de matchs qui se sont faits. Donc, je sais pas si tu as un nombre un peu de production, de pré-achat qu'il y a eu, mais il y a eu quand même un sacré succès. Alors, on est à, je pense que depuis là, 5-6 ans que Talents en cours existe, enfin, Talents en cours au Comedy Club existe, on doit être à 250 jeunes qui sont passés par chez nous pour présenter, pitcher leur projet. Et on est en termes de production ou en cours de production, je pense à 90, 100 projets. Donc on est vraiment satisfait par rapport à ce chiffre-là, c'est pas évident. Après, en termes de diffusion télé, pareil, on doit être à 40 pré-achats ou achats. Une grosse part de France Télé, qui est aussi un de nos partenaires et qui joue le jeu, et qui sont présents à chaque session. Et ça, c'est très important pour nous, qu'un diffuseur soit là aussi, soit incarné, etc., pour justement montrer à ces jeunes talents qu'ils sont là, ils sont écoutés, que des gens importants viennent les voir et viennent écouter leur projet. Donc déjà, ça leur donne un peu d'aplomb, etc. Et il y a aussi les producteurs qui jouent le jeu, et ça c'est très important, parce que s'il n'y a pas de producteur dans la salle, du coup, évidemment, l'impact n'est pas le même. Donc c'est ce qui est important, c'est qu'on a quand même certains producteurs qui reviennent souvent, Kirdine est là, il est souvent là à toutes les sessions. Et du coup, voilà, c'est très important pour nous que les producteurs continuent à venir, que les diffuseurs continuent à venir et que tous les corps viennent en fait. D'autres talents qui sont passés, qui jouent le relais, comme Zangro, qui a commencé, qui a pitché d'abord son projet à Talents en cours en 2013, moi j'étais pas encore là, mais du coup qui après est devenu producteur de Maman, de Maïmouna, etc. et de Shabnam aussi. On connaît le succès qu'ils ont eu. Donc c'est très important qu'il y ait aussi ce relais-là qui joue entre tous les talents qui passent un petit peu par Talents en cours. Moi, on va dire que je suis un peu aussi l'image que tu m'as connue comme réalisateur, et je suis passé coordinateur après avoir montré mon projet au Talents en cours. Donc voilà, c'est très important que tous ces jeunes talents puissent avoir en fait des gens, des professionnels dans la salle qui puissent leur faire un retour quasi immédiat sur leur projet. Sachant que juste après, eux, ils travaillent avec nos tutrices qui leur font des retours sur les scénarios, qui les aident à la réécriture derrière. Et ensuite, nous, après, ils peuvent aussi nous consulter pour savoir si tel producteur est fiable ou pas, etc., etc. On essaie de les orienter au mieux. Après, bien sûr, on ne peut pas faire tout le travail derrière. Après, c'est eux qui choisissent le producteur, c'est eux qui... Et après, c'est au producteur de continuer à travailler avec eux. Et là aussi, c'est important, c'est que le producteur ait cette... pas cette fibre paternelle, j'allais dire, mais pas ça, mais qu'ils soient vraiment proches d'eux, puisqu'ils sont souvent des jeunes réalisateurs ou réalisatrices qui ne connaissent pas forcément le métier, qui ne connaissent pas un peu tous les codes, etc. Et du coup, il faut que les producteurs puissent les accompagner à ce niveau-là. Après, il y a un truc très important que Valentine a dit aussi, sur lequel nous on essaie de travailler un petit peu, c'est justement repérer encore. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne connaît pas Talents en cours, beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas Talents en cours. Souvent, j'en rencontre qui disent on ne connaissait pas l'initiative, ça fait 5 ans qu'elle existe, mais on ne connaît pas l'initiative. Et, un petit test dans la salle. Qui connaissait Talents en cours avant de venir ici? Ça va. Pas mal. Mais après, c'est vrai que voilà, faut une fois qu'on est dans Paris, etc. C'est vrai que c'est plus connu. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est vrai qu'en région parisienne, si on va au fin fond du 77, du 78, etc. On n'est pas sûr que Talents en cours au Comedy Club soit connu. Et donc nous, notre défi là de ces dernières années, c'est d'aller justement vers ces régions-là.
vers ces départements-là, puisque du coup, vu que Talencourt se développe dans toutes les régions, etc., là, c'est plus facile pour les régions de nous faire remonter certains projets, puisqu'on sait que les producteurs sont concentrés en région parisienne. Donc, on a beaucoup de projets des régions qui remontent déjà, notamment de la Réunion. Mais pour tout ce qui est encore en région parisienne, il y a encore beaucoup de projets, beaucoup de jeunes qui ne sont pas là. C'est aussi pour ça qu'on fait une session spéciale web-série, parce qu'on sait que les jeunes trouvent que le court-métrage c'est trop long, que le cinéma c'est trop long, donc ils vont faire de la web-série pour se lancer sur YouTube, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ouvert une session web-série spéciale. Et là, il y a des talents qu'on n'a pas l'habitude de voir qui viennent et qui osent franchir le pas. Parce qu'ils ont toujours cette idée que oui, que le cinéma c'est pas pour eux, que le CNC c'est pas pour eux, alors que c'est pour tout le monde. Je voulais juste rajouter une chose, d'autant plus que sur le YouTube, depuis 2 ans, on a ouvert CNC Talent, ce qui permet d'avoir des projets qui arrivent sans avoir de scénario, avec juste un pitch vidéo et des images, etc. Et ça, c'est aussi une des envies qu'on a avec CNC Talent, c'est que ce soit vraiment un lieu de repérage. Et on a doté beaucoup de bourses CNC Talent, de bourses de réécriture, pour que les jeunes qui sont dans ce circuit-là puissent venir se former, rencontrer les professionnels aussi, et qu'il y ait des échanges qui se fassent entre les gens du web d'une manière générale, parce que c'est pas que du tout. Maintenant, on a des projets qui viennent de Snapchat, on commence à avoir, il y a une grande hégémonie de YouTube, mais il n'y a pas que. Donc c'est très important, c'est vraiment très couplé. Et le travail qu'on doit faire entre le court-métrage et CNC Talent est très important, et on le prend assez... effectivement, c'est une pierre très importante. Et je sais que, par exemple, le GREC, qu'on n'a pas cité tout à l'heure, qui est le groupement de recherche d'essais cinématographiques qui accompagne des premiers films, qui produit des premiers films avec un financement du CNC, a envie aussi, et dans ses projets, ou d'ouvrir un appel à projet pour la web-série aussi. Donc on voit bien que par la web-série, on peut arriver à attirer un autre talent. Jeune, il y a pas de enfin, quand on dit jeune, c'est jeune dans le métier, quoi. On peut être jeune. Et puis on a des gens de 80 ans qui sont très très jeunes, et des gens de 20 ans qui sont pas très jeunes dans leur tête. Donc non, c'est pas, voilà, mais disons que c'est moins de 35, quoi, à peu près. Mais on est très ouvert, donc on n'a pas de barrière. Le Talencourt, certaines régions d'ailleurs ont limité en âge le Talencourt, et ils se sont tout de suite tapé des recours auprès de la concurrence et tout ça. Donc nous, on n'était pas du tout dans cet esprit-là. On est plutôt des gens qui démarrent leur carrière cinématographique, ont une envie, un désir de cinéma, un cinéma dans le pot. Il y avait aussi une autre dans le petit film, l'idée du désir de film, et c'est vraiment ça qui nous anime beaucoup, quel que soit l'âge, en fait. Et donc CNC Talent s'est ouvert il y a une aide à la création et une aide aux chaînes. L'aide à la création, elle est ouverte aux talents du web qui sont en structure associative, en production ou tout seul. C'est des aides jusqu'à 30 000 euros. Il faut avoir 10 000 abonnés pour pouvoir postuler à cette aide. Mais on a ouvert beaucoup à des auteurs qui ont des sélections dans des festivals, on vient d'ouvrir là aussi, on a ouvert à des écoles. Par exemple, les auteurs de court-métrage, les auteurs de l'école de court-métrage, on leur a ouvert l'accès à CNC Talent, et dès les premiers dépôts, on a eu 2 demandes. On a une série d'une jeune femme qui a l'air d'être absolument très très douée. Donc voilà, on est en train d'essayer d'ouvrir de plus en plus, et d'ouvrir dans les endroits qui nous intéressent, c'est-à-dire les gens qui sont dans les écoles, les gens qui sont dans des réseaux qui sont parallèles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien, mais le public posera des questions. Et après que chacun ait eu la parole, tu voulais compléter d'autres choses? Non, il y a une session la semaine prochaine, c'est ça? Oui, il y a une session mardi prochain au Comedy Club à partir de 10h. Voilà. Donc prenez note dans vos agendas. Je me tourne vers l'autre école, l'école Miroir, qui revient de Marseille. Créée en 2011 par Catherine Jean-Joseph Saint-Tuc et Alain Boone. L'école Miroir, Alan Boone. C'est ça, excuse-moi, je vais prendre l'accent. L'école Miroir est une école gratuite de formation et de professionnalisation d'acteurs, de réalisateurs et d'auteurs issus de la diversité culturelle et sociale des quartiers populaires de la société française. Elle est basée, je crois, à Épinay-sur-Seine. Toujours. Alors, ces questions de territoire, ces questions d'accessibilité, et on l'a vu dans les films dont parle aussi Djiby,
plus on diversifie les auteurs, plus on diversifie aussi les castings. Donc je pense que l'envie de jouer, elle touche beaucoup de gens. Je vais... Merci Claire. Je vais apporter juste une précision à la présentation que tu as faite de l'école Miroir. Mais avant ça, dans la mesure où on est tous présents et ravis d'être là dans le cadre du festival Paris Cours de Vent, je tiens vraiment à saluer en fait l'équipe, parce qu'il faut savoir que si ce festival il est sur pied aujourd'hui et qu'on a cette occasion de pouvoir parler de cinéma et de formation, c'est parce qu'il y a toute une équipe mais qui a travaillé d'arrache-pied. On parlait aussi du sujet, voilà, du financement, du réseau. Voilà. Donc la première chose à faire en fait pour soutenir une telle initiative et qu'elle continue d'exister l'année prochaine, aller sur la page Facebook en fait de Paris Cours de Vent et liker simplement, ou ensuite donner vos avis et partager. Vraiment, ça c'est vraiment très très important. Ça c'est mon petit message parce qu'ils font partie de notre famille et ce sont vraiment des professionnels auxquels on tient et qui montent, voilà, un rendez-vous annuel sans qui en fait on n'aurait pas vraiment de raison d'être là aujourd'hui. Voilà. Ensuite, pour ce qu'il en est de l'école Miroir, c'est une école gratuite, ça c'est juste. On forme en fait et on professionnalise au métier de l'acteur et du comédien. On sensibilise à l'ensemble des métiers qui gravitent autour de la réalité du comédien et de l'acteur. On ne forme pas de réalisateur, on ne forme pas de scénariste. Par contre, c'est vrai que dans le cadre de notre formation de 2 ans, les jeunes que nous encadrons ont cette opportunité de pouvoir découvrir de ce qu'il en est du concret, des contraintes d'un réal, des contraintes d'un scénariste, des contraintes d'un metteur en scène, etc. etc. Voilà. Nous, on intervient maintenant, quand on se définit, ça fait 8 ans qu'on existe, on est nationaux parce qu'on part vraiment avec notre bâton de pèlerin, un peu le même que Valentine, en région pour repérer en fait les talents. Donc bien sûr, nous, on est basé à Épinay-sur-Seine. Tu viens de le dire, j'arrive de Marseille, ben justement, parce que on noue en fait des partenariats en région avec des acteurs locaux, parce que s'il y a des personnes qui bossent aussi bien que nous ici en Ile-de-France, je vous rassure, c'est exactement la même chose dans les autres régions. Et nous, pour le coup, c'est vraiment en ce sens-là que l'on intervient. Donc on est très présent en région Sud-PACA, donc Marseille, Cannes, Avignon. La même chose au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, et bien sûr en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, pour le moment. Et vraiment, nous, notre ambition, c'est celle-ci, c'est de pouvoir aller rencontrer des talents, justement, voir en quoi est-ce que cette curiosité qu'ils ont pour les métiers du cinéma, ils l'ont dans la peau. Donc, ces entretiens, ce ne sont pas des auditions, c'est vraiment une rencontre de jeunes gens qui viennent nous parler de qui ils sont et de qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter à la profession. Et c'est en fonction de cela que là, on détermine si déjà ils sont prêts pour intégrer notre cursus de formation professionnelle. Au sein de Miroir, ce qu'on a à cœur de dire très tôt, c'est qu'on raconte la vérité sur le métier. C'est un métier qui est compliqué. C'est un métier qui demande extrêmement de rigueur et d'être vraiment au clair avec qu'est-ce que l'on veut donner de soi dans ce métier-là. Et on s'aperçoit, et c'est pour cette raison que nous on recrute que tous les 2 ans, parce que le reste du temps, on forme et on est sur le terrain. Et on ne forme que des promotions qui ne dépassent pas 15 jeunes tous les 2 ans. Parce que à l'arrivée, quand on est fier de dire qu'on a notre 3e année de soutien, par exemple, du CNC, on ne peut pas s'engager à accompagner des jeunes gens simplement pour grossir les rangs de l'intermittence ou des choses comme ça. C'est vraiment d'accompagner des jeunes gens qui portent, chacun d'entre eux, un univers et à défendre dans le métier de l'actorat et plus loin encore, parce que forcément, une fois qu'ils ont goûté à l'écriture et à la réalisation, comme par hasard, quand ils sortent de chez nous, forcément, ils ont envie d'écrire et de réaliser. Nous, on a de très belles histoires, en fait, au sortir de Miroir à raconter, d'anciens, et de personnes, d'ailleurs, qui, dans le cadre de notre formation, ont pu, parce que, contrairement, par exemple, à un conservatoire, on leur permet d'avoir toujours un pied dans la réalité professionnelle, et donc de pouvoir répondre à des opportunités professionnelles. Ce qui fait que, dès la première promotion, on a de nos élèves qui ont tout compris, c'est-à-dire qui se servent du réseau de formateurs qui les entourent, vraiment jusqu'au bout en fait de l'idée, c'est-à-dire qu'ils les considèrent comme des professionnels en capacité de pouvoir être leur premier réseau.
Et à partir de là, là, il porte des projets. Ça a donné lieu à une de nos comédiennes, Anissa Kaki, qui fait partie de la première promo, qui a reçu le prix France Télévisions en 2015 pour son premier court-métrage, Princesse Nuage, et qui est un super court-métrage. Je ne dis pas ça parce qu'elle vient de chez nous, mais vraiment, c'est une vraie poésie, c'est un vrai univers, et elle s'est autorisée, voilà, de pouvoir aller jusqu'au bout, parce qu'il y avait un cadre bienveillant comme cela, de formateurs qui l'avaient déjà connu en qualité d'élève, qui avaient observé des choses très intéressantes à elle à développer, et elle s'est autorisée de pouvoir aller les embêter, voilà, et pour aller jusqu'au bout de son idée. Après, on a le dernier d'Essai Franc. Alors là, c'est une très très belle histoire parce que c'est ce qui permet de raconter le métier tel qu'il est. C'est-à-dire que c'est une histoire qui raconte des familles comme ça, d'écoles, qui au départ ne se regardaient pas, forcément se connaissaient, mais ne se regardaient pas. Et quand je parle de ça, ça reste la famille CNC, parce que finalement, dans ce fameux module de formation, de réalisation de son premier court-métrage, on a le formateur pilote, qui est un ancien donc, de la FEMIS, qui s'appelle Pierre-Emmanuel Hurquin, qui donc pilote cet atelier, et qui, au terme de ces quelques mois d'atelier, tombe vraiment en amour de 5 de nos élèves. Ça lui donne envie d'aller dépoussiérer en fait un vieux scénario. Et il réécrit en fait le scénario avec les 5. Et vraiment, il les prend sous son aile parce que, non seulement parce qu'il les a accompagnés dans le cadre d'ateliers qu'il a dirigés, il a pu aussi comprendre comment chacun d'entre eux fonctionnait, quelles étaient leurs sensibilités respectives. Et c'est à ce moment-là où ils se sont mis à retravailler le scénar, qu'avec beaucoup de bienveillance et d'intelligence, PE, comme on l'appelle dans le métier, a tenu à ce que chacun apporte de sa patte. Et au terme de cela, voilà, ça a donné un film de court-métrage qui a eu une très belle vie dans les festivals, qui a eu le prix, c'était en 2015, du festival de Clermont-Ferrand, le prix Canal+. Donc le court-métrage a été acheté et diffusé donc, par Canal. Et dans la même année, il a eu le prix Jean Vigo au niveau du court-métrage. Et en 2016, le dernier d'Essai Franc faisait partie des 5 nommés donc, au César. Et ça, c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir confirmer l'endroit, la réalité de l'endroit où est-ce qu'on était, qui était vraiment le bon endroit. Quand Catherine Jean-Joseph Santuc et Alan Boone décident en 2011, là aussi, d'aller jusqu'au bout de cette idée qui germe. Catherine, c'est une idée de monter une école comme l'école Miroir, mais qu'elle a portée en elle pendant 15 ans. Catherine, c'est le premier agent de Marion Cotillard. Elle a une expérience reconnue et respectée dans les chaînes. Elle s'est retrouvée autant quand elle était agent, voilà, d'un côté, et ensuite dans les chaînes de l'autre côté. Elle s'est beaucoup nourrie avant d'avoir cette force de pouvoir monter une école, parce que c'est vrai que monter une école, lui permettre d'exister et d'évoluer, c'est plus qu'un engagement en fait, ça dépasse ça. Après, c'est vrai que c'est une histoire de rencontrer des personnes. Nous, à Miroir, c'est avant tout déjà un partage de valeurs. Au niveau de notre équipe pédagogique, c'est avant tout ça. Paris Cours-Devant, les pros de Paris Cours-Devant font partie de l'équipe pédago. L'équipe professionnelle également de Ciné-Banlieue font partie de l'équipe pédago. Et on a aussi des personnes qui ne sont pas franciliennes nécessairement, mais c'est en ce sens-là que, parce qu'on partage des valeurs et une ambition commune de ce que l'on souhaiterait voir évoluer dans la filière, c'est pour cette raison qu'on se retrouve à Miroir et que l'on encadre de manière bienveillante des jeunes de Miroir et qui, là encore, arrivent de partout dès le début de la première promotion. Là, on recrute actuellement notre 4e promotion et nos jeunes, et c'est ça qui est toujours un plaisir, ce sont des jeunes qui ensuite, quand ils se rencontrent, se découvrent, parce qu'on a des jeunes qui viennent d'Alès, Avignon, La Rochelle, Arras, de la Martinique. On n'a pas encore de Réunionnais, mais ça ne saurait tarder aussi, parce que là aussi, tout à l'heure, on parlait beaucoup de Talents en cours La Réunion. On n'a pas parlé d'Elsa Damani, qui fait un travail exceptionnel à La Réunion depuis un certain nombre d'années, et que l'on souhaite également tout à fait accompagner aussi sur son territoire en ce sens-là,
sur le sujet du repérage, sur le sujet de faire goûter, ne serait-ce que cela, pour que ça permette à ces jeunes gens de se sentir légitimes, en fait, d'exister dans cette profession. Nous, c'est vraiment ce sujet. C'est l'affaire de la légitimité dans la profession. Donc voilà. Merci beaucoup. Et on voit l'importance aussi d'avoir des visages reconnus par la profession. Donc Catherine, on parle de Jamel Debbouze côté talent en cours, on parle de Ouda Benyamina côté 1000 visages. Et puis là, je passe la parole à l'homme de l'ombre, mais qui est là depuis très longtemps, Kirdine Grid, qui représente une société de production qui a été créée en 2006 à Aubervilliers. C'est en fait une belle rencontre et une histoire d'amour cinématographique de deux amis, Rachid Kaldi et Hakim Zouani. Hakim Zouani travaillait à l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers, l'OMJA, qui est porteur d'un festival que je vous invite à suivre, qui s'appelle Génération Court, et qui lui aussi défriche, accompagne chaque année de nombreux jeunes alberti-villariens, mais pas que, dans la réalisation de courts-métrages de fiction essentiellement. Il y a ensuite une compétition, le gagnant gagne 3 ans de formation à l'Écart, l'école de cinéma, donc c'est vraiment un travail de fond. L'école est parrainée par Luc Besson, donc encore une fois, il y a peut-être ce besoin de non-porteur, de légitimité, ça c'est pour le festival, bien sûr, c'est pas l'OMJA. L'OMJA est dirigé depuis plusieurs années par Diaby Doucouré, qui fait un travail exceptionnel, et donc c'est dans ce contexte, dans cette ville cinématographique, que moi j'avais rencontré Kirdine, qui était à l'époque dans l'association Hors Cadre, et qui se retrouvait à porter tant bien que mal un projet de long métrage fiction de Karine May et Hakim Zouani. Ça s'appelait Rue des Cités, et le hasard a fait que ce film est allé jusqu'à la section acide du Festival de Cannes. C'est pas le hasard. Le hasard, le travail surtout, le heureux hasard a fait que Michel Gondry soit rentré dans la salle voir le film et eu une sorte de coup de cœur extraordinaire. Donc du coup, après, ça faisait partie de la campagne de communication du film, un film validé par Michel Gondry. Donc encore besoin d'un nom aussi pour que la profession fasse un peu attention à ce film, un film qui est donc sorti en salle. Et puis les années passant, c'est toi qui as pris les rênes de Nouvelle Toile, production de courts-métrages. Il y a eu 2 courts-métrages produits par la structure qui ont été nominés au César. Je parle de Fait croquer de Yacine Knia et de La virée à Paname de Karine May et Hakim Zouani. Alors maintenant que tu connais tous ces interlocuteurs, tu croises des jeunes qui sont formés, pas formés, donne-nous aussi ton avis sur cette évolution, parce qu'on parle quand même de démocratisation du cinéma. On dit que Nouvelle Toile, elle est là depuis 2006. Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque? C'est marrant ce que tu viens de raconter. Ça me donne un peu de nostalgie. Je me dis, c'est fou quand même. On a avancé. Il y a des choses qui ont évolué, d'autres moins, etc. Mais c'est intéressant. Enfin, tu sais, quand t'es la tête dans le guidon, tu vois pas. T'as résumé ma life, quoi. T'as résumé ma life. Effectivement, c'est intéressant que j'intervienne en dernier, parce que tu sais, on dit souvent en sociologie, on est le produit de son environnement, et moi de mon côté, Nouvelle Toile, on est le produit aussi d'un environnement. Et tu vois, tous ces dispositifs, on les connaît à peu près tous, on les a fréquentés, on se croise, etc. Mais c'est vrai que nous, à l'époque, tout ça n'existait pas. Nous, on s'est créé, Hors Cadre, l'association que j'avais créée à l'époque, elle a été créée en 2006. Nouvelle Toile s'est créée à peu près un petit peu après, en 2008, quand on a commencé à développer Rue des Cités. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Talent en cours, il n'y avait pas l'école Miroir, il n'y avait pas 1000 visages, etc. Si, 1000 visages, je crois, ils étaient là. 1000 visages, mais c'était pas 1000 visages d'aujourd'hui, c'était 1000 visages. C'était avant Divine, quoi. C'est ça. On cherchait les visages. Voilà, 1000 visages. Non, mais c'est-à-dire que Jérôme Maldé. Et ce qui était super intéressant, c'était que on était plusieurs initiatives qui étaient dans les quartiers populaires. Nous, on était à Aubervilliers. Il y avait, comme tu as dit, Jérôme Maldé qui était à Vigneux. Il y avait 1000 visages. Oui, vous étiez à Grigny, mais il y avait Jérôme Maldé qui était aussi à Vigneux. Parce qu'il y avait une structure qui s'appelait Cité Art. Cité Art, il y avait Tribunal. Il y avait Tribunal aussi, qui était dans le 20e, exactement. Et effectivement, donc on se croisait. Il y avait un festival qui était formidable qui s'appelait Les Pépites du Cinéma. Porté par Aïcha Belaïdi, voilà. Décédée en 2016. Et on se croisait à ces moments-là, et c'était le début, justement, comme tu l'as expliqué, de Génération Court, de Ciné-Banlieue aussi. C'est des festivals qui maintenant sont à leur 14e édition, mais 14 ou 15e, je sais plus, pour Ciné-Banlieue. Mais les premières éditions, il y avait un truc, il y avait un engouement, il y avait
plein de gens. Et puis c'était le moment où le numérique commençait à se développer. Donc faire un film commençait à être accessible. Ça commençait à être normal de faire un film en numérique, alors qu'avant c'était pellicule pour tout le monde. Et qui dit pellicule dit oseille. Et du coup, effectivement, et Génération Court, c'est un festival, en gros, moi, tu sais, je me suis retrouvé, quand tu racontes tout ça, l'acide, etc., je me suis retrouvé producteur de Rue des Cités, j'avais 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'avais 20 ans, et je me retrouvais à produire des gens qui étaient âgés qui avaient plus de 10 ans qui avaient 10 ans de plus que moi, pardon. Et effectivement, on est un peu le produit de tout ça. Nous, c'est vrai que c'était différent. C'était que, j'ai envie de te dire, on est arrivé dans ce milieu par la fenêtre. Tu sais, on a fait notre film sans moyens. Alors, tout ce qui était CNC, etc. C'était même pas que les portes étaient fermées. C'est qu'on savait même pas elle était où la porte, tu vois. On savait pas. Donc on s'est dit bon, on va faire le film, on verra bien. Et c'est après qu'on a compris qu'il y avait le CNC, qu'il y avait des dossiers à faire, etc. Et c'est ce qui a fait qu'on a créé la boîte. Et effectivement, tu parlais aussi tout à l'heure de Morad Kertobi et sa présence et le fait qu'il puisse nous expliquer comment ça se passe, ça a été primordial pour nous, puisque ça nous a permis, par exemple, de produire un de nos premiers films qui s'appelait La Vire à Paname, où on a eu la contribution financière du CNC, on a eu la mairie de Paris, on a eu, voilà, et donc qui a été sélectionné au César. Donc finalement, tout ce travail, et je le dis à vous aussi qui travaillez peut-être aussi souvent dans l'ombre, il porte ses fruits. Et peut-être que nous, on est peut-être, on va dire, les pionniers de ça, même si on y a contribué aussi, puisque on a participé à des initiatives associatives, etc. Mais on est peut-être les premières productions qui viennent de tout ce sérail d'associations, de gens qui militent dans l'ombre pour faire en sorte qu'il y ait des jeunes. On a aussi un auteur qui s'appelle Yacine Knia, qu'on a produit en 2011, qui a fait un court-métrage qui s'appelle Fait croquer. Et là, pareil, on a fait ce court-métrage on l'a fait à l'époque, on l'a tourné juste avant d'aller à l'Acide au Festival de Cannes en 2011. On l'a fait avec les moyens du bord, on l'a fait avec 3 bouts de ficelle, et le film a cartonné. Il était aussi sélectionné César, il a fait je sais pas combien de festivals, etc. L'aide après réalisation du CNC. Est-ce qu'il a eu l'aide après réalisation? Prix qualité. Ouais, on a eu cette oseille là. Parti au Brésil avec. Et voilà, c'est ça. Et actuellement encore, là j'ai appris là qu'il était sélectionné à My French Film Festival. Donc longtemps après, il continue à faire sa vie. Et Yacine, c'est typiquement aussi le genre de personnes qui sont dans toutes vos structures. C'est-à-dire que lui, il est passé par Génération Court, où il avait fait un film à Génération Court qui n'était pas un truc très ouf. Mais ce film-là lui a permis, c'était un peu une sorte d'école, et nous en fait aujourd'hui on travaille un peu comme ça. C'est que ce film-là était un peu une sorte d'école pour lui, et c'est ce qui lui a permis de faire Fait croquer derrière, d'avoir accumulé de l'expérience et d'avoir fait croquer, ou qui a complètement cartonné. Plus récemment, on a aussi un auteur qui vient aussi de Génération Court, qui s'appelle Maximilian, qui a fait un court-métrage, alors lui d'origine vietnamienne, il a fait un court-métrage à Génération Court. Et pareil, après, du coup, on l'a produit, et là aussi, on n'est pas passé. Là, c'est pas parce qu'on ne connaissait pas, mais c'est parce que on sentait que c'était simple à tourner et que il y avait une envie de cinéma. Donc, on l'a produit assez rapidement. Son film qui s'appelle Ongwai, qui après a eu l'aide après réalisation du CNC, qui a fait des festivals et qui sera diffusé en décembre sur Canal+. Donc, nous, c'est un peu notre fonctionnement. On n'est peut-être pas beaucoup de producteurs à fonctionner comme ça. Enfin. On espère toujours avoir l'aide avant réalisation du CNC, et après on dépose les dossiers, ça revient. Des fois on a des PSR, des fois on a des noms, mais c'est le jeu. Maintenant on sait. Traduit PSR. PSR, ah oui pardon, PSR c'est peut se représenter. Ça veut dire bon, votre projet est sympa, je parle sous ton contrôle, Valentine. Je rappelle juste qu'il y a 1400 scénarios, Ouais. un projet qui arrive, et qu'on en aide en production 50. On aide aussi, on a une quarantaine de bourses de résidence, parce que ça, depuis 2 ans aussi, on a réformé pour essayer de donner à plus même si c'est pas après pour une aide à la production, mais qui permet à des jeunes auteurs, parce que c'est réservé sur des premiers et deuxièmes films, des résidences, mais de rencontrer la profession, c'est ça l'idée, quoi. Ouais. Et justement, c'est ça, c'est clair que pour avoir l'aide avant réalisation du CNC en court-métrage, pour un réalisateur, pour un producteur, c'est un peu le Graal. Hein. Et 30% nous, de premier film. voilà, il y a 30% de premier film, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers, donc c'est difficile de. Puis forcément, c'est un peu limité au bout d'un moment. Mais donc voilà, donc maintenant nous, on sait comment ça se passe, on joue le jeu, on dépose des dossiers, des fois ça marche moins.
2020. Mais aussi, vous parliez tout à l'heure de La Réunion. Et nous, maintenant, aujourd'hui, comme je dis, on est le produit de cet environnement, de ces festivals. Enfin, le produit... On va dire, on les a créés, puis après on en a un peu bénéficié. Et aujourd'hui, on est les usagers aussi de tout ça. Talencourt, comme l'a dit JB, j'y suis présent pratiquement à chaque fois. Et donc oui, on a plusieurs auteurs qui sont passés par Talencourt. Et récemment, on a une auteure qui est de La Réunion. Tu parlais d'Elsa tout à l'heure, que nous a présenté Elsa, qui a pitché son projet à Talencourt et qui aujourd'hui... est produite par nous, qui s'appelle La Course de Phaéton. On a eu la région Réunion, on a eu la bourse qui se filme, qui est avec le festival Le Premier Plan d'Angers. Et donc on va tourner d'ici 2020. Et tu sais, à la Réunion, c'est un peu... On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plein de dispositifs, plein de choses qui sont présentes ici à Paris, en région parisienne. Et on se rend compte que, ce que tu expliquais tout à l'heure, dans la France, dans les régions françaises, il n'y a pas forcément accès à tout ça. Pour nous, finalement, en tant que banlieusard de Paris, on a un peu de chance, puisqu'on a toutes ces choses qui sont centralisées et qui commencent de plus en plus à prendre de l'ampleur. Et à La Réunion, effectivement, il y a Elsa qui fait son travail et qui est un peu isolée. Nous, on veut pouvoir faire bénéficier à Aurélie Filin, qui est l'auteur de ce film, un peu de ce qu'on a aussi bénéficié nous, c'est-à-dire un soutien, un accompagnement pour pouvoir faire en sorte que son film se produise dans de bonnes conditions. Et après, ce qui est très très important pour nous, et ça c'est vraiment important pour aussi toutes vos structures et pour le CNC, c'est la qualité. Et nous aujourd'hui, on veut absolument pas que nos films trouvent des financements, etc. parce que on est d'Aubervilliers, on est etc. C'est qu'on veut, bien sûr, parce qu'on est d'Aubervilliers, parce qu'on apporte quelque chose de nouveau, où on présente des histoires nouvelles ou des personnages nouveaux, mais aussi et surtout parce que c'est du cinéma et c'est de la qualité. Et un de nos combats depuis des années, et je pense que vos combats aussi, c'est de se battre contre cette étymologie, ce mot, cette sémantique qui dit film de banlieue. Nous, à l'époque de Rudicité, justement, il n'y en avait pas beaucoup des films de ce qu'on appelle film de banlieue. Et quand on nous disait ça, oui, en plus des fois c'est bienveillant. On dit, j'adore les films de banlieue, etc. Et du coup, les gens, il fallait faire tout un travail pour expliquer que, non, c'est pas des films de banlieue, c'est des films, c'est du cinéma, ça se passe parfois en banlieue. Et du coup, nous, c'était notre combat pendant longtemps. Et aujourd'hui, un de nos combats, c'est, un des derniers films qu'on a produit, c'est un film qui s'appelle Fleur de Pavot, qui se passe en Chine. Et du coup, c'est aussi pour montrer que, on n'est pas juste des producteurs de banlieue qui peuvent raconter des histoires de banlieue avec. Et là, on a une histoire. C'est le deuxième film qu'on fait avec ce réalisateur, Bayer Xiao. Son premier film se passait en France. Et là, son deuxième film se passe entièrement en Chine. Et j'espère que, on commence à le diffuser, etc. Et j'espère qu'il va plaire au public. Et c'est aussi pour. On parlait tout à l'heure un peu avec tout ce qu'on a dit. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de labellisation, tu vois. Je pense qu'on est dans un milieu où il y a besoin de ces labels. Donc à l'époque, comme je l'ai dit, quand nous on a commencé, il n'y en avait pas énormément, mais du coup, il n'y avait pas tous ces labels, parce que maintenant, pour moi, c'est des labels. Talencourt, quand un projet est passé par Talencourt, j'ai fait plus attention qu'un autre. Mille Visages, Miroir, c'est pareil. Et donc il y a cette histoire de label. Nous, comme tu disais, on avait Michel Gondry qui était venu dans la salle, qui a dit, c'était notre long métrage, et qui a dit, votre film il m'a mis une claque. Nous on était comme ça, on s'y attendait vraiment pas. Et du coup, ça nous a permis d'accéder, d'être un peu que les gens, notre film il est pareil en fait, avant que Michel Gondry s'exprime et après que Michel Gondry s'exprime, mais c'est vrai que cette labellisation ça joue. Et aujourd'hui, ce qui fait office de Michel Gondry pour les jeunes réalisateurs, les jeunes auteurs, c'est toutes ces structures. Voilà. Merci. Ces 10 ans qui se sont écoulés, c'est fini en fait. Je parle du passé, je parle de. Maintenant, tu parles dans ce qui est très intéressant de Double Vague, et j'invite tout le monde à se fournir sur ce livre. Je sais pas, on peut le trouver dans les. Se fournir en livre, ça se dit pas, c'est chelou de se fournir en livre. Se fournir en drogue, en livre. Non, mais Double Vague, essayez de vous le procurer, et parce que ça raconte un peu tout ce passage où c'est un peu, et comme tu as dit, c'est lié aussi à ce qui s'est passé en 2005 et les émeutes, et ça raconte un peu tous ces pionniers de ce nouveau cinéma, de cette double vague du cinéma, et c'est vraiment intéressant. Et là aujourd'hui, on est dans une autre étape.
On est dans une autre étape où, effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de réalisateurs qui sont issus des quartiers, qui sont issus de la diversité, etc. On a pas mal d'acteurs et aussi grâce aux commissions comme Image de la diversité, etc. Mais maintenant, moi j'aimerais voir aussi, en tant que producteur, je me sens un peu isolé. En vrai, en tant que producteur qui sont issus de tout ça, on n'est pas beaucoup. Hein, on a parlé de... Voilà, et on a parlé de... Non, on n'en a pas parlé. On a parlé de Mathilde, on a parlé on a parlé de Zangro, voilà. On a parlé de Zangro. Il y a de la fédération quand même, des jeunes producteurs indépendants. Exactement. Ouais. J'ai travaillé pour la Fédération des jeunes producteurs indépendants, et ce qui était formidable quand ça a commencé les premières années, c'était fondé, on n'a pas parlé de Laurence Lascari, de l'autre côté du périph', qui fait un travail formidable. Et après, c'est vrai que c'est un combat de tous les jours de faire en sorte que ces combats-là, tous ces combats-là qui sont faits pour pouvoir faire en sorte que dans le cinéma il y ait plus de diversité, il y ait plus de gens qui viennent de ces quartiers, perdurent, et que du coup ça redevienne pas encore que ça devienne pas des autres clubs privés, parce que ce qu'on a pu reprocher au cinéma français, c'est que c'est un entre-soi. Malheureusement, en fait, on peut pas leur reprocher, ça s'est fait comme ça, et parce que le cinéma avant ça coûtait très cher, donc forcément c'était pas tout le monde qui pouvait se le permettre. Aujourd'hui, ça évolue de plus en plus, et donc le but c'est pas de recréer un deuxième entre-soi de nous autour de la table, et en fait on va se produire entre nous, on va se céder entre nous, et puis les nouveaux, on laisse pas la porte ouverte aux nouveaux. Donc je pense que ça c'est important, et j'espère que toutes ces structures qui existent aujourd'hui et la Fédération des jeunes producteurs indépendants vont commencer à prendre en compte ce paramètre-là, et de se dire de pas rester dans cet entre-soi, de créer un nouveau entre-soi. Moi, je trouve ça c'est super important, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du repérage et de se nourrir et de travailler aussi peut-être beaucoup plus en liaison avec les opérateurs d'éducation à l'image. Je parle, il y en a beaucoup sur le territoire. Et je pense que la future maison de l'image, de l'éducation à l'image, doit pouvoir fédérer ça et d'aller sur tout le territoire et d'aller vraiment repérer d'aller repérer sur le terrain, au stade de l'éducation à l'image, pour repérer les gens qui ont vraiment un vrai désir de cinéma, qui ont envie de continuer dans ce métier-là, et leur dire que c'est possible. Et je pense que ça c'est très important de continuer ce travail-là et de pas l'arrêter du tout, parce que c'est ça qui va complètement nourrir effectivement les associations et après les producteurs et le cinéma. Ça c'est très important. Mais vas-y, je voulais rajouter un petit truc aussi, parce qu'on en a parlé un peu rapidement sur la localisation. Nous, on est installé à Aubervilliers parce que c'est notre ville, et après effectivement, on s'est posé la question de se dire est-ce que on doit faire comme la plupart des boîtes de production en France même, c'est-à-dire prendre des bureaux parisiens et s'installer à Paris. Et toi, t'expliquais que justement le fait d'être venu dans le 11e, ça a été un changement, mais c'est parce que vous avez un public qui vient de partout, donc du coup c'est central, et du coup je comprends votre démarche. Nous, on fait toujours des trucs à Grigny, etc. En fait, on fait toujours des choses partout, et aussi en mélangeant la détection qu'on peut faire, c'est aussi dans les territoires ruraux, dans les Hauts-de-France et en Franche-Comté, où là on est vraiment à la campagne, et à la fin à Paris on mélange les gens qui viennent des quartiers et de la ruralité, etc. Et voilà, c'est ça c'est important, parce que du coup la mobilité c'est ultra important. Nous on a fait ce choix d'être Aubervilliers parce qu'on pense que c'est important d'y être, et si on veut parler de ce qu'on veut parler, être encore présent dans ces territoires. Mais effectivement c'est une galère, parce que tu vois, la plupart des fois où je donne des rendez-vous à des auteurs, etc., je les donne à Paris, alors que j'ai des très beaux bureaux à Aubervilliers, mais je les donne à Paris parce que c'est plus simple, et que les gens, c'est plus compliqué de faire en sorte que les gens se déplacent. Et après, voilà, ce que je disais aussi sur vos initiatives, etc., c'est important aussi que, non, je l'ai déjà dit, de conserver en fait ce truc-là. C'est-à-dire, tu vois, quand ça vient, tu vois, par me... j'ai une petite pique parce que je sais que j'en ai envie, mais tu vois, la FJPI, j'étais présent aux premières journées des jeunes producteurs indépendants. Ça se passait à Aubervilliers, après ça s'est passé, là récemment ça s'est passé à Pantin. Aujourd'hui, ça se passe à Montreuil. Alors Montreuil aussi, c'est toujours 93, etc. Mais ça se passe au Méliès à Montreuil. C'est parrainé par Gilles Gaillet. C'est plus ce qu'on avait vu à l'époque aux premières éditions. Et je le dis sans aucune animosité ou un truc comme ça. C'est juste ce que j'observe moi de l'extérieur, et je me dis, c'est dommage, parce qu'au début, c'était un truc où, la première journée des jeunes producteurs indépendants, c'était ouf.
il y avait que des gens qui te parlaient de cinéma, qui avaient des projets, etc. Je te dis la vérité, il y avait, parce que si on parle de diversité, il y avait 75% de noirs. Tu vois, c'était formidable. Tu vois, comme je l'ai dit, on dirait que c'est pas bien. Non, c'était formidable. Et aujourd'hui encore, je connais pas beaucoup d'événements qui parlent de cinéma, qui parlent d'image, où tu vas avoir dans l'événement 75% de noirs, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est bien, tu vois, aujourd'hui, ça va, il y a de la diversité sur cette table ronde. Je sais pas si c'est pareil sur toutes les tables rondes ou si sur tout ce festival, que ça soit Paris Cours de Vent, que ça soit tout ce qui se passe un peu en région. Dans la région, je veux dire. Pardon. Moi, je voulais rebondir, déjà abonder dans le sens de ce que dit Valentine, donc bien sûr. Et nous, c'est parce qu'on a des soutiens qu'on peut continuer d'aller défricher. C'est vrai que je les ai pas mentionnés. Généralement, c'est ma marque de fabrique de commencer mes phrases toujours par les partenaires. Mais c'est vrai que si on n'avait pas le CNC, si on n'avait pas maintenant la région Île-de-France, récemment, parce que... Voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré. Exactement, c'est ça. Mais sans forcément faire non plus de l'animosité, pour reprendre ces sous Pécresse, que concrètement, il y a eu une vraie volonté de pouvoir accompagner des initiatives telles que les nôtres. Mais c'est pas pour régler les comptes avec... Ok, mais... Après, voilà. Parce que aussi, à l'intérieur de l'administration... En fait, c'était aussi... Donc, j'ai rencontré, lorsque j'étais conseillère culture à la région de France... La précédente présidence, ouais. Voilà, le truc, c'est que moi, dans les esthétiques, toutes les esthétiques culture, j'essaie de faire bouger des lignes à ma mesure. Après, pour aller faire voter les budgets, pour aller convaincre... Mais j'allais y venir, justement. Voilà. C'est en ce sens, je pense que je vais apporter de l'eau à ton moulin. C'est-à-dire que, alors nous, notre structure de budget, c'est 60% de financement public, 40% de financement privé, donc le CNC s'inscrit dans le public, la région Île-de-France pareil, le CGET également, et de l'autre côté, nous avons donc Vivendi et Lagardère Studio, de manière historique par ailleurs. France Télévisions va revenir dans la danse et on s'en fait une joie sur 2020. Tout ça pour dire qu'en effet, bien sûr, Rachel, c'est une histoire de défendre des budgets, de pouvoir être entendu malgré tout. Quand je te disais quand j'expliquais en fait qu'on est désormais accueillis et respectés au niveau de la région Île-de-France, c'était pas contre la précédente présidence, c'est simplement c'est en lien avec aussi notre stade de maturité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi une réalité. On peut pas aller taper, tout à l'heure, je sais pas qui disait, oui, alors trouver la porte ouverte, justement, du bureau de Valentine. C'est pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a des structures comme nous, qui sommes là aussi pour renseigner les personnes, faire déjà, déjà des premiers rendez-vous, et de sorte ensuite à pouvoir être en capacité de remonter à des instances telles que le CNC, ben oui, là-bas il se passe des choses comme ceci, là-bas il se passe des choses comme cela. Ce que je voulais dire par là, c'est que faire bouger des lignes au sein des institutions nationales ou régionales, ça met du temps. Et c'est parce que vous êtes venus à ce moment-là, à cette époque-là, certains élus qui ont voté pour aujourd'hui ont voté contre à l'époque. Mais parce qu'en fait, le travail, nous, justement, notre maturité, que ce soit dans le cinéma, que ce soit en tant que chirurgien ou médecin, parce que là, si on parle des gens de banlieue, etc., c'est à tous les niveaux, sur tous les types de métiers. Et donc, c'est parce qu'on s'est rencontrés en 2011-2012 que, en fait, la petite graine a été mise pour qu'ensuite ça puisse passer. Voilà. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que le travail de Valentine, qui doit se battre chaque année, enfin, en tout cas, on a aussi conscience, non mais, parce qu'on sait très bien que les budgets au CNC, à chaque fois, à la fin de l'année, c'est... Non, alors... Petit point budgétaire. Comment on va le faire ? C'est un des dispositifs que nous on défend vraiment d'une manière très forte. On a choisi de pas financer une association beaucoup mais plutôt d'être sur plusieurs structures parce qu'on pense que c'est plus adapté à ce type de problématique, d'être sur plusieurs fronts, et puis parce que tout se crée en même temps et qu'on ne pouvait pas faire face à tout. Maintenant, vous savez que le CNC a un budget qui est contraint, c'est des recettes qui viennent de la taxe vous connaissez le budget du CNC, donc le budget il se partage
dans les soutiens aux œuvres, dans le travail sur un soutien aux écoles, aux structures de formation. Donc c'est vrai que là en ce moment on a un budget par exemple très contraint, même très très contraint. On va sur une période d'1 ou 2 ans, en tout cas, assez complexe. Je pense que quand on va pouvoir taxer les plateformes à leur juste niveau, c'est-à-dire comme les chaînes de télévision, on va pouvoir de nouveau avoir des financements qui vont pouvoir nous donner de l'air. Mais voilà, on est dans un budget fermé, malheureusement. Donc, si on donne l'aide à l'écriture à l'image de la diversité, ou on le donne à des associations, ou on le donne à des productions de films. Donc c'est la volonté politique, en tout cas, de soutenir ce type de projet, elle est vraiment là et affirmée, quoi. Mais en même temps, voilà, c'est une enveloppe ferme. Alors, on va ouvrir la parole au public, mais souligner aussi tout ce que vous dites de cette longue lutte de ne pas recréer un entre-soi, effectivement. Et pour avoir siégé 2 ans dans la commission aide à l'écriture et à la réécriture du CNC, c'était des longs métrages, des 2e et plus. J'ai été assez frappée par ça, le fait que je me rendais compte que beaucoup d'auteurs que je connaissais ne se donnaient pas le droit de postuler, mais que d'autres, qui arrivaient avec des projets pas super ficelés, pas très très intéressants, sentaient une sorte de légitimité de postuler. Et ça posait vraiment question dans cette idée de représentation, de se dire que le CNC c'est pour tout le monde. Et oui, c'est à Paris, donc effectivement c'est compliqué en dehors de l'Île-de-France de se dire que c'est accessible. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur le travail d'Elsa Damani avec Talent Lacour, donc à La Réunion, qui forme des jeunes cinéastes, qui organise des projections, qui fait des résidences et qui fait venir des intervenants de l'extérieur à La Réunion. Je reviens de Guadeloupe, où on s'est quand même fait un état des lieux du cinéma antillais en présence de Zane Palsy, etc. Et je leur disais, mais je trouve ça triste en fait qu'en 2019, on se pose la question de comment va le cinéma antillais et où en sommes-nous, parce qu'au final, j'ai l'impression que c'était ça en était au stade où on était il y a 10 ans dans les quartiers populaires français, et de ce que font les cinéastes en Afrique aussi à lutter parce qu'on va leur donner des guichets parallèles, ils vont pas pouvoir postuler aux guichets nationaux, ou s'ils postulent aux guichets nationaux, on les renvoie vers le guichet parallèle, etc. Et pourtant, il y a une vraie vitalité. Et d'ailleurs, je vais distribuer bientôt, je l'annonce en avant-première, un court-métrage qui s'appelle Timunao, magnifique, qui a été produit, tourné en Guadeloupe, et j'en suis très très fière. Mais voilà, effectivement, les talents sont partout, et c'est clair qu'ils ont besoin davantage d'interlocuteurs, de savoir où pousser les portes, et en plus, on parle même pas des escrocs. Non, mais c'est vrai qu'avec l'ouverture d'Images de la diversité, etc., il y a aussi beaucoup de producteurs qui ont juste changé, gommé des noms dans les scénarios pour les remplacer par d'autres noms en se disant tiens, c'est un peu plus diversité. Non, mais c'est pas, ça marche pas, en général. Non, mais pour dire que voilà, il y a aussi des gens qui sont très forts pour juste voir où tourne le vent et modifier leur projet pour être éligible. Et il y a beaucoup de gens du terrain qui ne savent pas faire ça, qui continuent d'œuvrer sans aucun. Enfin, éligible ne veut pas dire aider. Donc, c'est cette chose la commission, elle est sélective. Hein, donc, je voulais juste dire une dernière chose, c'est que par ailleurs, on a entrepris un énorme travail aussi autour de l'accueil des auteurs au CNC, mais d'une manière générale, hein, pas que les auteurs de la diversité. Donc on a 2 missions en ce moment qui vont bientôt être rendues, qui vont être terminées, autour de comment on transforme le CNC, où on ouvre le CNC aux auteurs, et comment aujourd'hui le CNC c'est vraiment connu comme étant la maison des producteurs, et on voudrait vraiment que les auteurs aussi se sentent chez eux. Donc on va, je pense, assez dans début d'année, annoncer pas mal de choses, et en tout cas nous, notre grosse réflexion en ce moment, c'est comment on peut mieux accueillir les auteurs au CNC, et d'une manière assez large. On a fait beaucoup de choses, mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Alors, Claire, attends, je vais juste laisser voir s'il y a des mains qui se lèvent et tout, parce que peut-être les gens veulent. Voilà. Donc vous avez Fanny Augustin de l'école Miroir, Valentine Roulet du CNC, Kirdine Grit de Nouvelle Toile, Rachel Kahn de 1000 Visages, Jimmy Badian de Talent en cours au Comédie Club. Bonjour, merci pour cette table. Je m'appelle Pierre Le Gall, je suis scénariste et réalisateur.
Cette table, elle m'intéresse particulièrement parce que j'ai réalisé un court-métrage en Martinique il y a 2 ans qui s'appelle Doubout, qui a été soutenu par le CNC Outre-mer et l'aide à la diversité. Un film qui a été entièrement fabriqué avec une équipe martiniquaise et quelques techniciens guadeloupéens qui étaient venus pour combler, disons, les postes qui manquaient à l'époque. Et en fait, avec l'expérience du terrain, on s'est rendu compte avec ma co-réalisatrice qui était d'origine martiniquaise que ce qui manquait, c'était aussi un bureau de tournage. Notamment pour les techniciens, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque maintenant il y a un bureau de tournage en Martinique, et je pense que ça va aussi changer beaucoup de choses. Mais surtout, c'est que, par exemple, quand on a fait nos castings, on cherche un petit garçon, un adolescent, et en fait, personne n'est venu. Très clairement, personne n'est venu. On a dû voir 5 enfants, 3 adolescents, parce que même en allant sur place, en fait, les gens n'y croient pas. Les ados, les enfants ne pensent que c'est pas fait pour eux. Et j'ai une anecdote que je prends à la rigolade, mais à l'époque qui m'avait rendu un peu triste, c'est quand on a été présenté ce film-là à Vaux-en-Velin au très beau festival Un Point Sécourt, devant, je sais pas, 2000 enfants de tout Vaux-en-Velin, avec une très grande mixité. On a une des premières questions que les enfants nous posaient, c'était « Est-ce que c'est vraiment un petit garçon qui joue le rôle principal ?» Et au début, on ne comprenait pas avec ma co-réalisatrice, on se disait, mais c'est quoi cette question? Donc on se disait, bah oui, bien sûr, il s'appelle Ryan, on l'a casté, il est venu avec sa maman, on répondait ça, puis 2e projection, on nous reposait la même question, 3e projection, pareil, et à la 4e, en fait, je pose la question au garçon ou à la fille de 8 ou 9 ans qui me pose la question, parce que tu penses que c'est un adulte qui s'est déguisé en petit garçon? Et il me dit, bah oui. Et là, je demande, et qui pense ça dans la salle? Et sur les 200 enfants, il y a plus de la moitié des enfants qui ont levé la main. Et là, je me suis dit, il y a une vraie éducation de terrain à faire en fait pour propager cette accessibilité au cinéma et surtout de donner à rêver et de dire que tout le monde a le droit de rêver à faire du cinéma. Mais en fait, j'ai l'impression que ces questions-là, elles arrivent vraiment, mais très tôt en amont, ces blocages, ces barrières et tout ce que vous dites. Moi, je suis tellement ravi de vous entendre. Je connais très bien Elsa Damani, je connais bien Talent Court, je connais tous vos processus et je vois tous les talents que ça fait émerger et merci pour ça. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un travail de terrain à faire à l'école, au collège et ça, c'est une autre question et j'avoue que je sais pas comment on peut mener ça. Et Rachel, on se connaît pas encore, mais je travaille avec 1000 visages, je mène un atelier à Amiens cette année. Et là, je les ai rencontrés la semaine dernière, les jeunes, et c'est vrai qu'ils viennent de zones rurales, ils viennent des quartiers, et ils se posent les mêmes questions sur quelle école je peux faire. Et ce qui est triste, c'est que leurs premières idées d'école, c'est l'ESRA, où c'est des écoles privées qui ont vachement d'argent pour payer des papiers dans première, aller à l'étudiant.fr et qui sont des formations qui coûtent 8 000 € l'année et eux n'ont pas les moyens et pourtant c'est les seules écoles qu'ils ont en tête parce que c'est celles qui sont dans les magazines de cinéma qu'ils lisent. Et donc moi je pose un peu cette question-là de démocratisation de manière plus générale. Comment faire pour arriver dans les écoles, dans les collèges, dans les magazines de cinéma que nos jeunes lisent pour savoir que vous existiez, que le CNC est ouvert à tout le monde, que l'école Miroir que je ne connaissais pas et que je découvre avec ravissement aujourd'hui est là et que vous êtes là aussi. Voilà, je pose cette question de manière un peu naïve et bienveillante. Une aide à la publicité du CNC peut-être? Oui, non, il y a une main de... Bonjour, donc je suis Marine Multi, je travaille à la FEMIS, donc pour répondre en partie à mon voisin à l'arrière. Alors voilà, nous aussi, on prend notre bâton de pèlerin. Il faut savoir que malgré qu'on ait des subventions très bien dotées du CNC, après en termes d'effectifs, on est très très minimal, puisque je suis la communication, donc, et tout ce qui est éducation à l'image et sensibilisation, et la page Facebook et les événements et tout ce que vous pouvez voir de l'école. Donc à un moment donné, je ne suis pas multiple et Wonder Woman. Mais on a depuis plus de 10 ans maintenant justement un parcours de sensibilisation pour des lycéens qui sont identifiés dans un dispositif avec la Fondation Culture et Diversité, qui représente une 12aine d'établissements en région et en Île-de-France d'éducation prioritaire, où on va justement expliquer comment on fabrique un film, du scénario jusqu'à la salle du cinéma. On explique quand même où est-ce qu'on trouve l'argent et je leur parle du CNC, je leur dis pourquoi on produit 200 films par an, donc j'essaie un peu pareil de mettre des petites graines. On essaye justement aussi de développer l'outre-mer, dans le sens où là on prévoit des visioconférences auprès du tissu associatif et avec l'aide des rectorats, des DAC, des collectivités, pour faire ces mêmes séances de sensibilisation
à distance. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, ils ont apparemment plein de sous à dépenser, donc ils veulent même nous inviter à venir. Donc on se dit, évidemment, c'est super. Donc voilà, donc on essaie de faire les choses avec les moyens qu'on a, et je pense effectivement, il n'y a pas que nous. Mais en tout cas, la FEMIS contribue, parce que souvent on essaye un peu justement d'opposer la FEMIS à tous d'autres autres dispositifs, mais après aussi, grâce entre guillemets à nous et à nos diplômés, voilà, on voit Pierre-Emmanuel Hurquin à l'école Miroir, on peut citer des gens qui sont passés à Talencourt, qui ont intégré la résidence après, qui sont à leur deuxième court-métrage, qui écrivent leur long-métrage, peut-être aussi grâce un petit peu à nous, à Mille Visages, des gens comme Emma Bennestan qui a fait Goût Bacon, qui a cartonné en festival, voilà, je vais tous vous citer, des Lajli qui sont produits par des diplômés de la FEMIS, Christophe Barral avec à l'image Julien Poupard qui avait fait l'image de Divine et qui était produit par Marc Benoît Créancier, un diplômé de la FEMIS. Donc le mélange et l'entre-soi, il n'existe pas en fait nous à l'école, et d'ailleurs nos étudiants et nos diplômés sont très à l'écoute et très en demande de rencontres avec justement tous les jeunes que vous suivez. On a rencontré Courtrajmi, on a fait l'avant-première le mois dernier, on va faire des choses avec l'Ajli. Enfin, voilà, mais encore une fois, après, moi j'aimerais avoir un service de 50 personnes à disposition pour pouvoir avoir plein de monde avec moi et m'accompagner. Mais voilà, on fait du mieux qu'on peut en tout cas, et c'est vraiment la sensibilisation auprès des scolaires, et ça c'est dans le cadre du dispositif, mais s'ajoute à ça des collégiens, des MJC, enfin plein de choses. Donc ça représente peut-être une trentaine par année de groupes de scolaires qui sont touchés. Ça va du collège, voilà, et où je leur apprends, et à la fin je suis contente parce qu'ils ont tout compris. Et donc voilà, c'était pour... Moi, je vais aussi essayer d'apporter des éléments de réponse. On a créé de guides de l'accompagnement qui est sur le site du CNC. Alors, il faut savoir, faut déjà aller aussi sur le site du CNC, savoir où c'est, parce que c'est un peu compliqué à savoir où c'est. On va essayer dans le cadre de notre ouverture sur les auteurs, on va essayer d'avoir vraiment mieux éditorialisé le site pour avoir un endroit, un espace où ils trouveront plus d'infos. Et puis, par exemple, moi, je suis en train d'essayer de travailler avec les régions pour faire un guide des opérations talent en cours dans les régions. Voilà, on travaille là-dessus, et c'est vrai qu'il y a un vrai... Il y a beaucoup d'initiatives, et ça manque d'un endroit qui centralise toutes ces initiatives et qui en fasse, qui permettent de diffuser l'information. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est un des travaux qu'on a à faire, en plus du repérage des jeunes qui arrivent, des prochains, parce que ça n'arrête pas d'arriver, les jeunes n'arrêtent pas de grandir, et il y a aussi effectivement de faire beaucoup mieux circuler cette information. Je suis complètement d'accord avec ça. Juste avant que Jimmy parle, je pense qu'aussi les CDI, c'est primordial qu'ils aient les informations. Je pense qu'ils ne les ont pas, parce que vraiment mon constat quand j'ai écrit mon livre, c'était que les 3/4 des réalisateurs que je connaissais ont été désorientés en allant voir le conseiller d'orientation. C'est-à-dire, non vraiment, il y a eu des cinéastes qui adoraient le dessin, on les a envoyés en BEP et en filière technique dessiner des boulons, un jeune d'Aubervilliers justement. D'autres qui ont été, toute la classe a été déportée, je dis le terme entre guillemets, mais en tout cas n'est pas allé en filière générale, et tout le monde est parti en filière technique, alors qu'il y en a un, il ne vivait que pour la poésie, l'art, etc. et qu'absolument personne lui a dit vers quelle formation il pourrait aller. Donc effectivement que tout ce qui est conseillère voilà, c'est coiffure, c'est secrétaire, c'est voilà, toujours tous ces postes-là. Donc ce serait bien que toutes ces initiatives aussi gratuites puissent exister dans ces lieux où on peut un peu chercher son orientation. Déjà que c'est très compliqué d'aller chercher à 13, 15 ans qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Il existe un guide sur la formation qui est en plus qui est payant si on veut, mais qui est surtout en ligne, et qui est avec une base de données consultable, qui est gratuit. Et c'est Vidiadoc qui est financé par la CNC, qui finance cette base de données sur la formation, et qui recense à peu près 600 formations sur le secteur cinéma audiovisuel. Donc franchement, il faut que toute cette information, elle existe. Il faut effectivement la mettre en avant et la donner au bon public. Je suis complètement d'accord. Alors oui, la diffusion. Quand on voit le dimanche tous les recruteurs qu'il y a sur un stade de foot de banlieue, c'est incroyable. Pourquoi il n'y a pas ça au niveau du cinéma, aller chercher les talents, aller voir, etc. Nous, il y a 2 ans, on a fait une tournée dans toute la France pendant tout un été,
On est parti dans 50 villes en France pour former des jeunes. On restait que 2 jours par ville, mais pour former des jeunes justement à la vidéo, avec Talent en cours, et avec le soutien aussi de tous nos partenaires, et YouTube aussi qui s'était greffé à nous. Ça permet de faire des choses, YouTube. C'est bien de les avoir avec soi. Mais du coup, on a vu tous ces jeunes, que ce soit dans les banlieues, que ce soit au niveau, dans des campagnes, enfin, que ce soit au niveau rural, etc. On a vu tous ces jeunes qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire du cinéma, que ça n'allait jamais venir à eux. Et le fait qu'on vienne à eux avec du matériel, du tournage, etc., pour leur faire des films, pour qu'ils racontent des histoires, pour certains, ça a un peu changé leur perception de ce qu'ils voulaient faire plus tard. Parce que généralement, quand on arrive dans ces villes-là, quand on va voir des jeunes de 15, 16 ans, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard. Ils n'ont pas d'idée, ils sont là, ils vont écouter le conseiller d'orientation, comme tu l'as dit, qui va souvent les envoyer vers un CAP, BEP, etc. Le cinéma, pour eux, c'est pas pour eux. Pour ça, je reprends le discours de Maïmouna, justement, quand elle a eu son César, qui disait que ses parents disaient que le cinéma, c'est pas pour nous. Du coup, on est parti, c'est leur faire comprendre, justement, même tous les réalisateurs qui sont passés par Talent en cours ont joué le jeu, sont venus former les jeunes. Maïmouna était là, Steve Achepo, etc. et d'autres sont venus sur le terrain pour former des jeunes qui ne connaissaient pas du tout le cinéma. On les a formés pendant 2 jours, c'est pas énorme, mais ça a suscité des vocations. T'étais là? Oui, t'étais là. L'homme de l'ombre, il nous a encore. donné 2 mois de son été. Et du coup, ces jeunes, moi je les vois aujourd'hui, il y en a qui sont venus pitcher leur projet de film à Talent en cours, après coup, du coup, et qui vont produire, qui vont faire leur film, qui vont tourner leur film, on est très très fiers de ça. Et il y en a d'autres qui ont décidé d'acheter une caméra, d'aller tourner, de se former de se former tout seul. J'en vois qui sont sur Instagram et à chaque fois ils postent des vidéos, d'effets spéciaux qu'ils viennent d'apprendre, etc. Et c'est comme ça qu'il faut y aller en fait, c'est le terrain. Pour moi, le terrain c'est primordial et c'est pour ça que pour l'instant on n'est pas dimensionné pour aller sur le terrain, nous à notre niveau, c'est aussi un problème de dimension comme la FEMIS, etc. Mais pour moi c'est le terrain, c'est comme quand on va aller chercher des footballeurs, comme quand on va aller chercher des sportifs de haut niveau, etc. La vérité du terrain elle est toujours là et il faut y aller. Et je voudrais juste compléter ce que tu dis. Un bon exemple de ça, parce que comme tout à l'heure je disais qu'on est un peu le produit de tout cet environnement, un bon exemple de ça, c'est le CNC qui, à un moment donné, avec Morad Kertobi, moi je me souviens très bien, à l'époque, qui était venu dans nos locaux à Aubervilliers, qui était présent un peu dans toutes les initiatives, etc., mais il était venu, et c'était très important ce que tu dis, le terrain c'est ultra important, parce que c'est le fait qu'il soit venu, qu'il soit déplacé à Aubervilliers, qui a fait que on a pu après envisager des choses, développer des choses, etc. Et la question du terrain, elle est ouf, parce que bien sûr que à la FEMIS et au CNC, etc., tout le monde est de bonne volonté, et vous avez essayé de faire, vous faites des choses avec les moyens que vous voulez, mais c'est vrai que mais c'est vrai que le terrain c'est très 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 important. Il faut pouvoir pas aller les chercher, mais pouvoir être présent, leur dire voilà, il y a ça qui existe, et après les mecs font ce qu'ils veulent. Alors, allez-y. Bonjour, en fait moi je m'appelle Frédéric, je m'occupe là des scénarios vivants dans Paris, dans Cours-de-Vent. Mais j'ai une carrière avant cette parenthèse de Paris Cours-de-Vent. Notamment, j'ai grandi à l'île de la Réunion. Bon, ça se voit peut-être pas trop chez moi, mais je viens de l'île de la Réunion où j'ai encore toute ma famille. Et j'ai commencé à travailler dans le cinéma là-bas. En fait, dans le cinéma, c'est dans la publicité parce qu'il y avait beaucoup de pubs qui étaient tournées pour l'océan Indien. Et j'ai pris goût à ce travail-là. Je suis venue à Paris. Et c'est vrai qu'à l'île de la Réunion, justement, il y a un bureau d'accueil de tournage et beaucoup d'actions, comme vous le disiez tout à l'heure. Et le parallèle que je voulais faire, donc moi je peux pas du tout parler de banlieue parce que je connais pas du tout, et voilà, ça fait 10 ans que je suis à Paris, mais enfin donc à Paris intramuros. Mais après l'île de la Réunion, un petit parcours dans différents endroits, j'ai passé une 12aine d'années en Pyrénées-Atlantiques. Et en fait, on peut faire un parallèle, alors qu'on peut se dire, et notamment j'étais à Biarritz, quand même une super belle ville, riche, etc. Mais les gens sont aussi éloignés de l'information et de ce qui peut se passer dans le cinéma et des possibilités qu'ils ont. Et c'est pour ça que je voulais dire ça, parce que c'est une super ville. Ah bon, excusez-moi, je suis arrivée en retard parce que j'étais avec...
Et en tout cas, ça a été, moi j'ai été donc déléguée générale de la commission du film Pyrénées-Atlantiques pendant 10 ans. C'est moi qui ai créé cette structure. C'est pas la collectivité territoriale qui m'a demandé de prendre ce poste parce que franchement ça leur parlait pas, hein, la culture, le cinéma. Et puis en plus c'était en 1999, il y avait une quinzaine de commissions du film maximum en France, donc c'était pas du tout démocratisé. Et le travail de terrain que j'ai fait sur place a été hyper important et j'étais effectivement très très éloignée de la structure régionale, quand c'était que Aquitaine à l'époque, d'une personne, une dame plutôt politique qui était à Bordeaux, qui gérait aussi le fonds de soutien, mais en fait qui ne pouvait pas s'occuper du terrain et de parler aux gens et ni même de recevoir les projets de court-métrage, par exemple, qu'on essayait de faire émerger. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Rachel Kahn doit nous quitter, alors je lui cède la parole si elle a un petit mot à nous dire. Ah oui. Déjà, merci beaucoup de votre accueil au festival et Claire, merci aussi. C'est toujours des moments privilégiés aussi de se rencontrer. En plus, on a une boucle de mails en commun, donc maintenant c'est un peu plus facile si on a des échanges à faire, c'est toujours précieux. Je voulais remercier l'intervention de Pierre Le Gall parce qu'effectivement, sur les questions de légitimité, parce que c'est toujours bizarre de parler de démocratisation du cinéma, alors même que ce qu'on aime dans le cinéma, c'est qu'il ne soit pas démocratique. Donc, c'est vrai que le noyau dur, c'est le cinéma n'est pas démocratique, mais que tout le monde puisse avoir la noblesse de se sentir légitime à en être. Et effectivement, moi, j'adorerais que ce soit dans le sport, parce que le sport, c'est ce qu'il y a de moins démocratique, que ce soit dans le sport ou dans l'art, qu'on puisse au plus jeune âge, alors ça c'est complètement utopique ce que je vais dire, mais qu'on puisse remettre les choses à niveau. Les artistes sont les législateurs de l'ombre, disait Glissant. Si on ne met pas ces principes-là fondamentaux à partir du CP, ça va être la guerre. On le sait, on le sent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ma part. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Un mot de la fin. Alors, on vous dit non. On nous dit non. Alors, je vais vous donner à tous la parole pour votre mot de la fin, vos actus, où est-ce qu'on peut vous retrouver, puisqu'on est là, connectons-nous. Alors, moi, j'ai un mot de la fin un peu original. Il s'en va, le monsieur. C'est, dans la mesure où nous, on intervient en Outre-mer, je pense que votre créa, ça peut être un super bon support. Il faudrait qu'on échange les coordonnées pour le faire tourner en fait sur l'île aussi, parce que c'est des films qui sont tournés sur l'île avec des talents de l'île. Il faut absolument que ça tourne. Voilà. Après, je pense que vous avez tourné en Martinique et vous avez. Il a très bien tourné en Guyane, en Guadeloupe. Et mais voilà. Non, mais c'est ça. C'est pour ça. Ouais. Mais même ça, c'est un super bon support pour justement continuer de parler de ces métiers-là, parce que c'est pas parce qu'on a tourné une fois que ça suffit. Non. On a fait diffuser en fait une fois sur ce territoire. C'est quelque chose qui doit relever vraiment ça doit être redondant. Ça doit être même limite un rendez-vous que les gens se donnent, parce qu'après c'est ça qui permet de se sentir davantage à l'aise aussi avec le sujet. C'est parce qu'on a vu une fois, on a parlé après au voisin et on revient une deuxième fois avec le voisin qui ramène encore quelqu'un. Enfin voilà. Et moi je pense que votre film sera un super bon support pour ça. Mais c'est surtout que ce qui est important et ce qu'on n'avait pas conscience en faisant ce film-là, notamment dans le film, il y a c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a du créole martiniquais. Ouais. Quand on présente ce film devant des classes, puisqu'il a quand même vocation à être jeune public, il y a des enfants qui disent nous on parle arabe, mais à l'école on n'a pas le droit, ni dans la cour de récré, on doit parler français. Et là le petit garçon dans le film il parle créole, et donc nous on leur dit elle est importante ta langue, garde-la. Et ok, à l'école t'as pas le droit t'as le droit de parler que français, mais c'est pas pour autant que tu dois oublier tes racines. Enfin, on a ce genre de discussions qui sont hyper importantes, que malheureusement les enseignants de notre éducation nationale ne peuvent pas avoir, pour des raisons qu'on connaît ou qu'on n'a pas envie de connaître, mais qui sont là. Et effectivement, je pense que de faire du cinéma, hormis l'idée même de démocratiser l'accès au cinéma, ça permet aussi de débattre de toutes ces questions-là de société, comme parlait Rachel à l'instant, et qui font un peu du bien, je pense, à notre société. Je m'excuse, je dois y aller parce que j'interviens sur l'autre table ronde réalisateur-scénariste, sinon je serais resté avec grand plaisir. Parfait.
Et pour passer ensuite la parole aux autres intervenants, la féminisme, et créons surtout des passerelles, parce que moi je pars du principe que par définition on ne pourra pas trouver plus d'argent parce qu'il y en a de moins en moins. Donc, mais de réfléchir à comment fonctionnent nos compétences respectives. On peut faire réseau et faire quelque chose de concret. Nous, on a des financements que je ne vois pas comme étant éternels, mais que je vois comment ils peuvent se transformer au fil du temps, qui nous permettent d'aller en Outre-mer durablement. Donc vraiment, si ça vous intéresse aussi, si vous partagez ce que j'ai énoncé par rapport à ce que nous portons de manière nationale en région, voyons-nous pour voir de quelle manière aussi avancer en ce sens. Et à ce juste titre, moi je pars samedi, voilà, et on est 3 semaines en Guadeloupe, justement pour travailler sur le terrain et surtout travailler avec les acteurs locaux en compétences, parce qu'ils existent aussi. Et dernier mot de la fin, nous, Miroir, l'entre-soi, ça a été le non-entre-soi, ça a été le point de départ de la création, en fait. Justement, quand nous, on voit nos promotions, on comprend très vite qu'on n'est surtout pas dans l'entre-soi. Nos jeunes, ils arrivent vraiment de partout, partout géographiquement, partout socialement. Voilà. Je crois pas qu'il y ait de mot de la fin, en fait. C'est ça. Et heureusement, parce que je trouve il y a eu une réévolution depuis une quinzaine d'années, on voit bien. Mais je pense qu'il faut surtout pas s'arrêter là, parce que c'est vraiment vital pour même le cinéma, pour la télé, et pour que ça continue. Donc je pense qu'il faut continuer à prendre son bâton de pèlerin, et sur le terrain, et dans nos institutions, et partout. Merci, Kirdi. Oui, d'abord, je voudrais remercier les gens qui sont venus et qui s'intéressent à ce sujet, et puis bien sûr les gens qui sont avec moi sur cette table ronde, parce que ça évolue doucement, mais ça évolue, et il faut savoir qu'on a besoin aussi de ce soutien. Là, la salle, elle n'est pas très remplie, mais c'est déjà formidable que vous soyez là, parce que je parle pour ma part en tant que producteur. C'est pas évident tout le temps. On fait partie des producteurs qui prennent pas mal de risques. Je pense qu'on prend plus de risques que les autres, puisqu'on travaille beaucoup sur des premiers films, beaucoup sur des auteurs la plupart de nos auteurs sont autodidactes, donc c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'aussi quand on fait des dossiers, etc., on se mange des refus, parce que sur les scénarios, ça n'a pas forcément la rigueur que peut avoir des gens qui sont passés par les écoles. Donc on prend ces risques-là. Et puis pas mal de nos films, et finalement, bizarrement, pas mal de nos succès sont les films qui n'ont pas du tout été financés, qui ont été faits vraiment avec le cœur, en mode route. Mais on a besoin derrière d'avoir le soutien d'un public, d'avoir des gens, aujourd'hui on est dans une société d'images, de réseaux sociaux, etc., de gens qui soutiennent, qui partagent, qui regardent, qui se rendent aux projections, etc., parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir apporter, de travailler, d'aller à talent en cours, de trouver un nouvel auteur qui est autodidacte, qui a son premier film, etc., de prendre le risque de le produire, parce qu'on sait que derrière il y a des chaînes, il y a des diffuseurs qui vont être intéressés, et si on n'a pas le public, cette audience-là qui s'y intéresse, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Et là récemment, on a eu des exemples justement, parce que finalement, c'est gage de qualité aussi. C'est pas juste de faire du social quand on soutient ces initiatives-là. On n'est pas là dans un truc. Là, depuis le début, on parle pas de social, on parle de cinéma. Quand Misérable, il prend des prix au Festival de Cannes, il arrive au haut du panier mondial du cinéma. Et avant, il galérait beaucoup. Et justement, il avait besoin de cette audience. Récemment, sur Netflix, il y a eu le film de Kerry James. Après, tout le monde peut juger de la qualité du film ou pas, etc. Mais ce qui est flagrant dans le résultat, c'est que en termes d'audience, je crois que c'est le plus gros carton que Netflix a eu en France, et je sais pas, non, peut-être pas dans le monde, mais en tout cas à l'échelle d'un pays, c'est quand même énorme. Et donc du coup, on n'est pas juste dans du social, c'est que vraiment dans ces quartiers, dans ces gens, dans ces structures, il y a vraiment de la qualité, et peut-être que on a beaucoup été complexé en France face au cinéma américain, etc. Peut-être que les futurs Denzel Washington, les futurs Spike Lee, etc., ils sont à Miroir, ils sont à talent en cours, et j'espère qu'on les a pas déjà ratés et que on pourra encore les attraper, parce que moi je pense que on en a déjà raté pas mal, des gros talents. Voilà. Merci.
Écoute, moi je voulais juste déjà remercier toutes les personnes qui sont présentes ici dans la salle. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Également remercier toutes les personnes qui permettent justement cette démocratisation du cinéma. Les institutions, les écoles, la FEMIS, on a reçu Jiggy Jara, Marie, Hélène, qui sont passées par chez nous, soit d'abord par la FEMIS, soit ensuite par chez nous. De l'école Miroir, on a Nasser, on a Ridouane, on a Anissa qui est passée aussi. Toi, tu nous prends 5 personnes par an. Le CNC qui nous envoie aussi des projets qui ne sont pas forcément arrivés en commission, mais du coup, qui ont un potentiel, et du coup, ils vont passer par chez nous d'abord pour ensuite être travaillés derrière. Donc voilà, il y a un travail qui se fait entre toutes les institutions, entre nous tous, et c'est important que ce relais continue à exister. Donc déjà, c'est pour ça que je voulais remercier tout le monde, etc. Et ensuite, nous, on a une session donc mardi prochain qui commence à 10h, donc il faut se lever un petit peu tôt pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, c'est au Comedy Club, c'est bonne ambiance, c'est climatisé, il y a de la bonne musique, et voilà. Il y a des bons projets, il y a un cocktail après, et il y a un film qui est projeté. Là, on va projeter le film de Sonné après minuit de Sabrina Tenfish, qui est produit par je sais plus, voilà. Mais voilà, c'est un film original, l'histoire d'un vampire dans une cité, donc ça peut être cool à voir, je vous invite à venir. Donc voilà, ouais, l'idée c'est ça, en fait, c'est de continuer dans toutes ces initiatives, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de démocratisation au niveau de la banlieue, etc., mais c'est aussi au niveau rural, au niveau des campagnes, etc., au niveau des villes, des gens qui sont pas dans Paris, parce que c'est vrai qu'on est vraiment Paris. Donc voilà, faut penser à hors banlieue, il y a aussi en province, voilà, qui ont besoin de nous, qui ont aussi besoin de relais. On a parlé au niveau de la diversité, au niveau ethnique, mais aussi voilà, les femmes, transgenres, etc. Voilà. C'est un peu tout ça qu'on essaie de démocratiser, le cinéma, etc. Voilà, faire un petit peu comme on parle des États-Unis, mais c'est vrai que ça reste un exemple. Moi, je suis une réalisatrice qui s'appelle Ava Duvernay, pour ceux qui ne connaissent pas. Son prochain film, elle a une équipe, 50% de femmes, 50% d'hommes, de tous les milieux, de tous les univers, de toute origine, et il faut qu'on arrive à ça. À un moment donné, voilà, prendre des mesures peut-être au niveau plus haut, comme pour les BAFTA, voilà, faut de la diversité pour pouvoir avoir des prix. C'est des petites mesures, peut-être qu'on peut pas les prendre ici, mais c'est important. Ça encourage. Sur la diversité homme-femme, on l'a déjà mis en place au CNC. Oui, c'est ça. 55 ans. Ouais, 50-50, ouais, c'est très important. Et faut continuer dans ce sens-là. C'est aussi au niveau de la diversité ethnique, là aussi un 50-50 qui se met en place. Ah bon? Oui, ça va être plus compliqué. Ouais, mais j'ai eu la demande et tout. Donc connectez-vous, abonnez-vous à leur newsletter. Donc l'école Miroir, représentée par Fanny Augustin, ici présente. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, représenté ici par Valentine Roulet. Les talents en cours du Comedy Club, représenté par Djibi Badian. Sur Facebook et Instagram. Voilà, nouvelle toile de Kierdine Grid. Et pour poursuivre dans tout ce que vous dites, moi c'est vrai que j'ai basculé du journalisme à la diffusion et à la distribution, parce que je me suis rendu compte que la démocratisation du cinéma, elle passe aussi par la démocratisation du regard, et que si les gens ne sont pas habitués à voir des choses diverses, bah du coup ils s'accoutument à une certaine idée du cinéma. Donc je distribue essentiellement des films d'Afrique et sa diaspora, notamment Doubout du monsieur qui t'a parlé, Pierre Le Gall et Sarah Maléon, et on a Fabulous de Audrey Jean-Baptiste sur le voguing en Guyane, qui sera diffusé dans le cadre du festival Ciné Banlieue tout prochainement, et qui a pitché un film à Talenco aussi. Exactement, donc voilà, ça s'appelle Soudou Connexion, et j'ai aussi un programme itinérant de court-métrage qui va justement dans les dom-toms, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Afrique, et qui tourne en France, qui s'appelle Quartier Lointain. Bon, nous on n'a jamais demandé de subvention au CNC, mais on fait ce travail de terrain. En tout cas, merci à tous d'être venus, merci au cinéma 7 Batignolles de nous avoir offert cette très jolie salle, et merci surtout au festival Paris Cours-de-Vent. Et donc les films sont faits pour être vus, donc continuez de venir au festival. Le festival dure jusqu'au 10 novembre, et ce soir le film d'ouverture sera Les Misérables de Lajli. Donc on clôture en beauté cette démocratisation du cinéma. Merci beaucoup.